Formation Cedréo, partie 3. 1. Comment créer une trémie d'escalier dans Cedréo, avec Softeasar? 2. Comment créer une trémie dans Cedréo, sans chiffrage Softeasar? 3. Comment réaliser une pièce sous l'escalier? 4. L'étape produit généralité et options. 5. Comment poser un produit? 6. Comment créer des formes? 7. Comment utiliser les formes? 8. La rotation sur 3 axes des produits et des formes. 9. Comment créer des zones? 10. Comment adapter les hauteurs des zones extérieures? 11. L'étape plan généralité et options. 12. Comment ajouter des symboles sur votre plan 2D? 13. Comment annoter vos plans? 14. Comment choisir les informations à afficher sur le plan? 15. Comment utiliser les airs sur votre plan 2D? 16. Comment personnaliser les cotes sur le plan 2D? 17. Comment dessiner une parcelle de terrain? 18. Comment implanter la maison sur le terrain? 19. Comment poser des chaînes d'angle? À l'étape tracée, au rez-de-chaussée, délimitons avec des cloisons pleines ou fictives l'emplacement de notre sous-escalier. Puis, sur édition de pièces, nous allons typer l'emplacement voulu en sélectionnant sous-escalier. Par défaut, cette pièce ne comprend pas de plafond. À l'étage, grâce notamment au magnétisme, délimitons la zone de la trémie en la juxtaposant avec celle du rez-de-chaussée. Cette fois-ci, dans l'édition de pièces, nous allons utiliser le typage trémie. La dalle est alors découpée et l'escalier peut être inséré. Dans l'étape produit, le choix des escaliers se fait dans le panneau de gauche. Ici, nous allons positionner cet escalier-là. Il faudra bien cliquer au sol du rez-de-chaussée pour l'insérer. Puis, décocher l'option collision nous facilitera son placement. Dans le panneau des options, les dimensions de l'escalier sont paramétrables pour le faire coïncider avec la trémie. Ne pas oublier de cocher à nouveau les collisions une fois l'escalier positionné. À l'étape revêtement, on va copier le revêtement de sol pour le coller dans la pièce fictive sous escalier. Dans l'étape ouvrant, nous pouvons retrouver l'outil trémie. En cliquant dessus, la possibilité de faire une trémie au sol et une trémie au plafond apparaissent. Pour accéder à l'étage, alors que nous sommes au rez-de-chaussée, nous utilisons la trémie au plafond. En un clic, cette trémie est posée. Elle apparaît en vert. Pour accéder au sous-sol, c'est la trémie au sol que nous utilisons. Celle-ci apparaît en rouge. Cette trémie qui nous a permis de percer le plafond pour accéder à l'étage apparaît aussi à l'étage en rouge, comme une trémie au sol. Pour une trémie en angle, il suffit de superpositionner deux trémies comme ceci. Les dimensions sont entièrement personnalisables dans le panneau des options. Les trémies au sol retirent automatiquement leur superficie de la pièce. Par exemple, ici, le salon fait 36 mètres carrés. En déplaçant la trémie qui nous permet d'accéder au sous-sol dans cette pièce, les 2 mètres carrés de cette trémie sont soustraits à la superficie de la pièce. Après avoir placé notre escalier, si l'on a besoin de créer une pièce sous ce dernier, nous allons nous rendre dans l'étape tracée. Avec des cloisons, on va délimiter l'espace qui sera occupé par notre pièce sous escalier. Nous ajusterons la largeur et la longueur jusqu'à ce que nos cloisons correspondent à la partie droite de l'escalier. On complétera notre tracé par une cloison fictive pour délimiter l'espace occupé ici par notre quart tournant. Dans le menu type de pièce, on va pouvoir ensuite déterminer nos nouveaux espaces. Ici, un WC, dans lequel on n'oubliera pas de décocher l'option plafond dans la colonne de droite, et un espace sous escalier. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'étape toit. Cela peut paraître étonnant, mais nous allons utiliser l'une des fonctions des toits dans Cedréo, qui est de couper les murs. Nous allons choisir ici un monopan que l'on va dessiner
sur l'espace du dessous de l'escalier jusqu'au quart tournant. Si le toit ne se met pas dans le bon sens, on devra changer le bas de pente dans la colonne de droite, une fois qu'on aura cliqué sur le bord du toit que l'on souhaite le plus bas. Il nous restera alors à ajuster la hauteur et l'angle du toit afin qu'ils correspondent à la pente de notre escalier. Nous pouvons ensuite très bien compléter l'aménagement de notre pièce en posant une porte sur la cloison sous l'escalier. Après avoir tracé notre projet, il va être temps de l'aménager. Avant de poser nos produits, il va tout d'abord falloir faire attention au niveau du projet sur lequel on veut notre produit. Ici, on reste bien au niveau terrain pour poser une plante au sol. On peut chercher des produits soit par catalogue, soit par la barre de recherche, comme ici, un pommier. Nous allons maintenant voir toutes les options de l'étape produit. La première est la sélection continue. Nous devons la cocher si nous voulons poser plusieurs fois un même produit, comme ici avec des bornes lumineuses. À noter que lorsque nous avons fini avec ce produit, appuyer sur la barre d'espace annule la sélection en cours. Nous pouvons aller maintenant au niveau constructible, ici le RDC, et nous pourrons constater que deux options d'affichage apparaissent. Nous pouvons ainsi cacher les niveaux supérieurs ou le toit pour aménager plus facilement l'intérieur de la maison. Nous trouverons également les flèches Undo et Redo. À côté, nous trouverons l'option Collision. Elle permet de rendre un produit libre dans ses déplacements par rapport aux autres produits ou au mur. Ensuite, nous pourrons utiliser l'option Conservation des proportions, qui permet de modifier proportionnellement toutes les dimensions d'un produit en même temps. Sur le produit en lui-même, nous trouverons les options Supprimer, Poser au sol, Copier et Activer la rotation avancée. Les flèches apparentes sur le produit permettent de gérer sa rotation et son élévation. Dans la colonne de droite, nous retrouverons certaines de ces options. Poser au sol, Copier, mais aussi Miroir, qui permet d'appliquer une symétrie au produit, et Supprimer. En dessous, dans les onglets de personnalisation, vous pourrez changer les dimensions, l'élévation et également les rotations. Nous pourrons là aussi activer la rotation avancée. Nous verrons alors apparaître des flèches de rotation permettant de jouer sur 3 axes différents. Ici, nous le faisons pour ajuster la place de la voiture dans la sortie de garage. Dans le deuxième onglet, nous retrouverons toutes les options de customisation, les couleurs, mais aussi les textures et les éclairages. À noter que nous retrouverons les vues personne, 3D et vue du dessus, comme dans toutes les étapes en 3D. Mais également, et c'est important, que dans cette étape, il nous faudra cliquer une première fois sur le produit pour quitter le déplacement, puis réaliser un clic maintenu pour le déplacer. La première chose à laquelle il faut faire attention lorsqu'on installe des produits dans Cedreo, c'est le niveau sur lequel on se situe. Si vous voulez lier un produit au terrain, il faut bien descendre au niveau terrain, comme ici pour poser un arbre. Si vous voulez installer un produit en lien avec le bâti, il faudra revenir au rez-de-chaussée ou à un autre étage. À noter que vous pouvez sélectionner des options d'affichage en haut à droite en faisant le choix d'afficher ou non les niveaux supérieurs ou et le toit. À noter également que vous pouvez changer votre point de vue en se plaçant par exemple en vue de dessus pour se rendre compte de la place des produits les uns par rapport aux autres. Ici, nous allons rester en caméra 3D. Nous allons voir maintenant les deux méthodes qui existent pour poser un produit. Après avoir sélectionné notre produit, grâce à la barre de recherche ou grâce au catalogue, nous allons tout d'abord cliquer sur le sol. Ce premier produit est posé au sol et peut être déplacé librement. Pour le positionner avec plus de facilité, je vous conseille de décocher l'option collision, ici, afin de ne pas être gêné par les murs et les autres meubles. La deuxième méthode consiste à poser le produit sur le mur. Il sera alors intégré au mur. Ce type de pose est utile pour les produits comme les tableaux, les miroirs ou les étagères. Donc si vous n'arrivez pas à déplacer un produit comme vous le souhaitez, c'est sûrement qu'il a été intégré au mur. Dans ce cas-là, cliquez sur le produit, puis cliquez sur la troisième icône qui apparaît. Vous allez alors copier l'élément. Il suffira de cliquer sur le sol pour intégrer le produit au sol et ainsi le déplacer librement. On peut alors supprimer le produit posé au mur.
Ici, le produit a une élévation qui n'est pas souhaitée, symbolisée par le trait en pointillé et la croix présente sous le produit. En cliquant sur la deuxième icône, l'élément sélectionné va se poser sur le sol ou sur le meuble positionné en dessous. Les produits peuvent être paramétrés. Une fois le produit sélectionné, il est possible, dans le panneau de droite, de modifier ses dimensions sur le premier onglet et ses couleurs sur le deuxième onglet. De retour sur le premier onglet, on retrouve le orange de la rotation et le violet de l'élévation directement sur le produit pour être utilisé rapidement avec la souris. Il est aussi possible d'activer un outil de rotation avancé en cliquant ici ou ici. On peut alors, par exemple, positionner cette voiture sur la pente sans problème. À la fin de votre aménagement, n'oubliez pas de recocher collision pour éviter d'éventuels défauts visuels. Lorsque nous sommes dans l'étape revêtement, il est possible de créer des formes pour compléter des éléments de maçonnerie ou de boiserie ou même de personnaliser son terrain. Ces formes pourront ensuite accepter n'importe quel revêtement. Dans cet exemple, nous allons créer une rampe d'accès et des poteaux devant une porte d'entrée. Pour cela, nous allons d'abord entrer dans l'outil Forme. Et nous pourrons alors choisir la forme adéquate. Ici, la rampe qui va nous permettre de créer cette fameuse rampe d'accès. Nous devons alors la poser au sol. Il faut décocher le bouton Collision ici présent, le temps d'adapter la taille et l'angle de la forme sans être gêné par les autres éléments. Il faut ensuite jouer sur ces dimensions dans la colonne de droite pour la faire correspondre à la forme souhaitée. Nous allons ensuite pouvoir créer deux poteaux grâce à cette forme et nous allons répéter les mêmes opérations concernant les dimensions. Un mode de rotation avancé est activable sur les formes. Après avoir sélectionné la forme, on peut le trouver ici ou ici. Une fois activé, la forme peut subir une rotation dans n'importe quel sens. Ici, je vais faire un double poteau en V. Une fois la première forme terminée, je la duplique, je la fais tourner et je la repositionne. Pour appliquer un revêtement, nous devons cliquer sur Revêtement et choisir la catégorie qui nous intéresse. Il ne reste plus qu'à appliquer le revêtement choisi sur les formes concernées. Recocher l'option collision nous évitera des défauts sur les visuels. Lorsque nous sommes dans l'étape revêtement, il est possible de créer des formes pour compléter les éléments de maçonnerie par exemple, ou personnaliser son terrain. Ces formes pourront ensuite accepter n'importe quel revêtement. Dans cet exemple, nous allons créer une rampe d'accès et des marches devant la porte d'entrée. Pour cela, nous allons d'abord entrer dans l'outil Forme et nous pourrons alors choisir la forme adéquate. Ici, le prisme à base triangulaire va nous permettre de créer la rampe d'accès. Nous devons alors la poser au sous-sol. Nous allons aussi cliquer sur le bouton collision présent ici, le temps d'adapter la taille et l'angle de cette forme sans être gêné par les maçonneries et les produits alentours. Il faut ensuite jouer sur ces dimensions dans la colonne de droite pour la faire correspondre à la forme souhaitée. Recocher cette option nous évitera des défauts sur les visuels. Nous allons ensuite pouvoir créer deux marches grâce à cette forme et nous allons répéter les mêmes opérations. Nous allons maintenant dupliquer cette forme et changer son élévation par rapport à la première. Il ne reste plus qu'à appliquer le revêtement choisi sur la forme concernée. Pour ce faire, nous devons cliquer sur Revêtement
et choisir la catégorie qui nous intéresse. Puis, appliquer le revêtement sur la forme. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une rotation sur 3 axes? C'est la possibilité de faire tourner un produit ou une forme dans tous les sens. Que ce soit pour positionner un véhicule dans une allée en pente, pour poser des panneaux solaires, pour modéliser une charpente traditionnelle ou même des colombages, cette fonctionnalité devient indispensable. On trouvera donc cet outil dans les options des produits et des formes. Ici, en intégrant cette forme, on peut voir que de nouvelles indications apparaissent. Une flèche violette nous permet de modifier l'élévation de la forme avec beaucoup de facilité. Il suffit de faire un clic gauche maintenu sur la flèche et de bouger la souris. Aussi, une double flèche orange permet d'appliquer une rotation classique à la forme. Son fonctionnement est le même que la flèche précédente. Enfin, pour appliquer une rotation sur un autre axe, il faut bien penser à activer l'outil. Deux possibilités s'offrent à nous pour activer cet outil. Dans les deux cas, il faudra sélectionner le produit ou la forme. Ensuite, il faut cliquer sur ce bouton « Activer la rotation avancée » dans le panneau des options de la forme, ou cliquer sur le même bouton qui apparaît sous l'élément sélectionné. On voit alors apparaître deux choses. La première est une représentation des 3 axes à la base de l'élément sélectionné. Tout comme les deux flèches dont nous avons parlé précédemment, il suffit de faire un clic maintenu sur l'un des axes et de bouger la souris pour appliquer une rotation à l'élément. La deuxième chose qui apparaît est une représentation des 3 axes dans le panneau des options, juste ici. Il est alors aisé de repérer l'axe à modifier grâce aux couleurs associées, puis d'appliquer une rotation précise avec les boutons plus et moins de ce panneau. Avec cette nouvelle fonctionnalité, deux nouveaux boutons apparaissent. Ici, ce bouton permettra la réinitialisation de la position initiale de l'élément à qui on aurait appliqué des rotations non souhaitées. Et ici, ce bouton permettra la réinitialisation des dimensions de l'élément. N'oublions pas que toutes ces possibilités sont accessibles pour les formes comme ici, mais aussi pour tous les produits. À l'étape revêtement, nous retrouverons l'outil Zone dans le sous-menu. Plusieurs types de zones sont proposés en fonction de nos besoins. La première zone délimitera une surface au sol, pour une douche à l'italienne par exemple. Les 3 autres zones délimitent des surfaces au mur. Cliquez sur la zone et posez-la où vous le souhaitez. Dans le panneau de personnalisation de droite, ces dimensions sont entièrement modifiables. La deuxième zone nous servira à créer un bandeau entre 2 ouvrants ou des encadrures de fenêtres comme ici. Elle se découpe automatiquement autour des menuiseries. La troisième zone permet de créer des bandes ou des joints creux sur toute une façade. La largeur de cette bande est réglable dans le panneau de droite. Et pour finir, la quatrième zone se dispose à la verticale sur un étage entier. Sa largeur est aussi modifiable à droite. En l'étape extérieure, sur Cedreo, il est possible de jouer sur les différentes hauteurs des zones tracées. Toutes les zones ont par défaut des dimensions qui vont leur permettre de se superposer les unes aux autres. Il y a une notion d'élévation, elle correspond en fait à la distance par rapport au sol, et une notion de hauteur, qui va correspondre à l'épaisseur de la zone que vous avez tracée. La pelouse, par exemple, est une zone qui, par défaut, est collée au quadrillage, parce qu'elle est à 0 cm d'élévation, et elle a 1 seul centimètre de hauteur. L'allée sera à 2 cm d'élévation, et elle fera 3 cm de haut. Quant à la terrasse, elle fera, elle, 10 cm de hauteur, donc elle passera, elle aussi, au-dessus des autres zones. A noter que si nous restons sur une dalle de 20 cm par défaut, toutes les zones extérieures seront plus basses que la dalle, et on va donc pouvoir passer sous le tracé de la maison.
Pour simuler des différences de hauteur entre des extérieurs, il nous faudra donc jouer sur les élévations de nos différentes zones. Ici par exemple, en limite de notre terrain, nous allons simuler une élévation de 80 cm. Nous créons une zone de pelouse, puis dans les options à droite, nous l'élevons à 80 cm. Dans ce cas précis, c'est le muret qui va combler le vide créé sous la pelouse, mais nous aurions pu utiliser également une forme dans l'étape revêtement. L'étape plan nous propose 6 menus. Quel que soit le menu dans lequel nous nous trouverons, l'onglet plan sera toujours disponible dans la colonne de droite. Il nous permet de sélectionner ce que nous souhaitons faire apparaître ou non sur le plan 2D à présenter à notre client. Le premier menu, symbole, nous permet d'aller poser des étiquettes sur notre plan pour y représenter en 2D des éléments techniques. Nous pourrons retrouver les informations voulues soit par la barre de recherche, soit par les catalogues. Une fois la vignette choisie, nous pouvons la sélectionner, la positionner sur le plan et la redimensionner avec les options présentes dans la colonne de droite. Le deuxième menu nous permet de typer nos murs. On pourra y indiquer notamment par exemple des notions d'isolation, la présence de cloisons hydrofuges ou encore des informations concernant le type de toit. Une fois un type de mur sélectionné, nous pouvons aller l'appliquer sur les cloisons concernées en cochant sélection continue si nous avons plusieurs murs identiques à typer. Si un mur se place dans le mauvais sens, nous avons une option de miroir présente dans la colonne de droite. Le troisième menu, couleur de pièces, nous permet, si nous le souhaitons, de colorer les pièces afin de mieux les distinguer sur notre plan. Le quatrième menu, cotes, nous permet d'aller créer de nouvelles cotes de mur à mur. On sélectionnera alors le point de début et le point de fin de la cote voulue. Ou les cotes libres, qui nous permettent de créer aussi bien des cotes entre des symboles et des murs que entre deux murs par exemple. A noter qu'en cliquant sur certaines cotes, nous pourrons faire le choix de les activer ou non. Cela signifie qu'elles apparaîtront ou pas sur le plan à présenter au client. Le cinquième menu, annotation, va nous permettre plusieurs choses. Le premier, sous-menu texte, va nous permettre de rajouter du texte librement sur notre plan. Dans la colonne de droite, on pourra personnaliser la taille de notre texte, sa couleur, son type de police. Le sous-menu lignes et flèches va nous permettre de créer des traits, des flèches, en choisissant toujours pareil dans la colonne de droite les différentes options à appliquer à ces traits ou à ces flèches. Le troisième sous-menu, R, va nous permettre d'aller délimiter des espaces sur le niveau terrain de notre projet et personnaliser ainsi les informations de notre parcelle. Dans la colonne de droite, on pourra changer le nom de ces aires et les cocher ou non en aire de pleine terre par exemple. Le dernier menu concerne le tableau de surface. En haut, vous retrouverez toutes les informations de surface du projet, allant de la surface terrain à la surface vitrée en passant par l'emprise avec toit. En dessous, vous retrouverez les différentes pièces du projet et vous aurez la possibilité dans la colonne de gauche de décocher de l'export un étage complet ou une pièce et dans la colonne de droite de placer une pièce en surface annexe ou non. Une fois que votre projet est abouti, vous avez la possibilité d'ajouter des symboles sur votre plan. Pour cela, on doit se rendre dans l'étape plan et cliquer sur le menu Symboles. Si vous faites le choix d'ouvrir le catalogue, vous aurez une liste de catégories qui apparaîtront. Mais vous avez également la possibilité de chercher votre symbole directement dans la barre de recherche. Ici, par exemple, un escalier. Une fois le symbole voulu trouvé, on clique dessus et on vient le placer à l'endroit souhaité sur le plan. On peut le faire pivoter si nécessaire. Par la suite, on pourra modifier ses dimensions dans le panneau de droite. Lorsque vous cliquez sur cette icône, les dimensions se modifient proportionnellement. Si vous changez la largeur, la longueur sera elle aussi automatiquement modifiée. Dans l'étape plan, il faut cliquer sur le menu Annotation. Ici, 3 outils se présentent à nous. En cliquant sur le premier, qui se nomme Texte, un texte par défaut apparaît.
Il suffit alors de cliquer n'importe où sur le plan pour créer une zone de texte. On peut alors écrire le texte de notre choix sur une ou plusieurs lignes. En sélectionnant ce texte, ces options apparaissent à droite. Il est alors possible de modifier la police, de mettre le texte en gras et ou en italique, de changer la taille du texte, son angle et bien sûr sa couleur. En cliquant sur le deuxième outil, ligne et flèche, le pointeur de la souris se transforme en croix. Cette croix peut se magnétiser sur tous les murs et les cloisons, ainsi que sur les symboles. En un clic, je débute le tracé. Un clic de plus et la flèche est terminée. On peut bouger cette flèche et modifier son orientation. Dans ces options, on pourra changer son épaisseur, sa couleur ainsi que sa forme. Aussi, à partir du moment où deux zones de texte ou deux flèches seront présentes, les modifications de couleur et d'épaisseur pourront être modifiées sur tous les éléments en une seule fois grâce à l'assistant. Comme pour ici, avec ces deux flèches. Enfin, parlons de l'outil R. En cliquant dessus, on sera automatiquement envoyé sur le niveau terrain, car c'est le seul niveau sur lequel on pourra l'utiliser. Pour dessiner une aire, on fera un clic dans chaque angle, puis un double clic pour fermer l'espace défini. On pourra entièrement paramétrer et renommer les aires grâce au menu des options. Lorsque nous sommes dans l'étape plan, on peut faire le choix d'afficher différentes options sur notre plan. Dans la colonne de droite, nous allons donc trouver une rubrique Options du plan avec différentes catégories comme cote, surface, symbole et toit. En cochant ou en décochant ces cases, nous allons faire le choix d'afficher ou non ces options sur notre plan. Lorsque nous réalisons ces modifications et que nous les sauvegardons, nous permettons à la fiche projet de s'actualiser en temps réel. Nous modifions alors le plan que nous souhaitons présenter au client. Attention, car ces options d'affichage sont valables pour les niveaux du bâti comme le rez-de-chaussée, le premier étage ou un sous-sol. Au niveau terrain, le niveau qui nous permet de créer un plan de masse, certaines options seront différentes. On retrouve la possibilité d'afficher ou de cacher les cotes et les symboles, mais on retrouve aussi, sur ce niveau, la possibilité de changer l'apparence du bâti inséré sur le plan de masse grâce à la coche Revêtement maison. Sur le plan de masse, nous avons aussi la possibilité d'afficher le calque du terrain et ainsi faire apparaître les informations du géomètre comme la topographie du terrain. À l'étape plan, dans le menu Annotation, on trouve l'outil R. Cet outil permet de représenter des espaces spécifiques sur le plan de masse. À la sélection de l'outil, Cedreo nous positionne sur le niveau terrain, le niveau sur lequel nous allons travailler le plan de masse. Pour dessiner une aire, rien de plus simple. Je fais un clic gauche de la souris dans chaque angle, puis un double clic pour terminer. Cette aire a un nom qui peut être modifié dans ses options à droite. Elle a aussi une superficie qui va influer sur la superficie de pleine terre de la parcelle. On peut vérifier cette information grâce au tableau de surface. Par défaut, ces aires sont considérées comme imperméables. Leur superficie est donc retirée de la surface de pleine terre. Ce paramètre est modifiable dans ces options en cochant la case aire de pleine terre. Si des allées, des terrasses ou tout autre élément a déjà été dessiné dans l'étape extérieure, l'utilisation de l'outil R les fera apparaître en pointillés, comme ici. On pourra alors redessiner ces espaces si vous souhaitez les faire apparaître sur le plan de masse. Les options passer au premier plan et passer au dernier plan nous permettent d'afficher des aires qui sont superposées comme ici. Enfin, on peut modifier l'apparence du texte et de l'aire grâce à ces paramètres, de la même manière qu'il est possible de le faire avec les autres types d'annotation. Dans l'étape plan, il est possible de personnaliser les cotes sur le plan 2D à présenter à notre client. Deux sous-menus nous sont proposés. En choisissant cote mur à mur, une règle va apparaître sur le plan 2D. Nous pouvons la positionner là où nous le souhaitons. Des points verts apparaissent à tous les endroits à partir desquels le logiciel détecte la possibilité de créer des cotes, le long des cloisons, fictives ou non.
Nous devons cliquer sur le premier point d'où l'on souhaite prendre la mesure, puis sur un second point pour désigner la fin de la ligne de cote que nous souhaitons connaître, comme ici, du garage à l'extrémité de la pièce de vie. Toutes les cotes possibles détectées entre ces deux points apparaîtront. À noter qu'il nous donnera aussi l'épaisseur des murs, que nous pourrons rendre active ou non. Nous pourrons ajuster ensuite sa place sur le plan et modifier ses paramètres d'affichage, à savoir sa police, sa taille et sa couleur. Un deuxième sous-menu va nous permettre de créer des cotes encore plus personnalisées, des cotes libres. L'avantage qu'elles présentent, c'est qu'elles vont pouvoir détecter les symboles en plus des cloisons. Mais elles peuvent aussi être totalement indépendantes de tout élément et être modifiables à volonté. Elles aussi possèdent des notions de paramètres. À noter enfin que pour les cotes déjà existantes, on retrouvera les options permettant de décaler leur place sur le plan, de modifier leurs paramètres d'affichage, mais on pourra aussi désactiver des cotes. Cela signifie qu'une fois le projet sauvegardé, elles n'apparaîtront pas sur le plan 2D. Après avoir importé le calque du terrain à l'échelle, nous pouvons l'orienter dans les options de celui-ci. L'orientation que nous déterminons maintenant sera l'orientation finale du plan de masse. Sur ce projet, par exemple, je souhaite orienter mon plan de masse horizontalement et ainsi visualiser la porte d'entrée sur la partie basse de ce plan. Vous l'avez peut-être remarqué, nous sommes en train de travailler sur le niveau terrain, comme vous pouvez le voir ici. Ceci est très important, car l'outil qui nous permettra de dessiner la parcelle fonctionne uniquement sur ce niveau. De la même manière, seul le travail réalisé sur ce niveau pourra générer un plan de masse avec les échelles correspondantes. Une fois le calque correctement positionné, on va aller dans Tracer pour utiliser l'outil Parcelle. Pour dessiner cette parcelle, je vais faire un clic dans chaque angle du terrain, puis terminer le tracé avec un double clic. Le nom de cette parcelle peut être modifié dans ces options ici. De la même manière que pour le redimensionnement des murs et des cloisons, on peut cliquer sur une cote pour ajuster parfaitement sa longueur. En cachant le calque, nous pouvons apprécier le tracé en plan de notre parcelle. En 3 dimensions, cette parcelle est représentée par ce liseré vert. Une fois la parcelle dessinée, ainsi que les lignes de recul paramétrées sur le niveau terrain, nous allons pouvoir créer le bâti. Dans l'étape tracé, je vais chercher l'outil mur. En sélectionnant ce mode de tracé, l'affichage change. Nous sommes passés du niveau terrain au niveau rez-de-chaussée. Ce changement automatique évitera les erreurs en dessinant la parcelle au rez-de-chaussée ou le bâti sur le niveau terrain. Je vais donc dessiner le plan de cellule du bâti. Attention, il faut le dessiner à l'horizontale ou à la verticale sur les lignes de magnétisme. On évitera de dessiner en travers en suivant le terrain. Un nouvel outil permettra le déplacement du bâti sur ce terrain. Pour le trouver, il faut se rendre sur Transformation, puis dans Déplacer maison. Notez bien que nous revenons sur le niveau terrain. Je peux donc faire tourner le bâti grâce à ces flèches et le déplacer en gardant le clic gauche de la souris enfoncé. Le magnétisme permettra un alignement automatique et précis sur les limites de propriété ou sur les lignes de recul. Ce magnétisme fonctionne aussi avec les débords de toit. On pourra retrouver les chaînes d'angles dans l'étape Produit, dans l'onglet Bâtiment, puis Structure et enfin Chaîne d'angle. Ou en tapant dans la barre de recherche Chaîne d'angle. Il faut d'abord poser le produit au sol. Une fois intégré dans le projet, nous allons décocher les collisions en cliquant sur Désactiver les collisions. On peut maintenant venir positionner la chaîne d'angle dans l'angle de la maison. On peut modifier sa hauteur et son élévation dans ses paramètres ici. Dans le deuxième sous-onglet du panneau de droite,
on aura la possibilité de modifier son revêtement.